Bonjour à tous, ici Renan Branchard sur la clé du succès. Jeune entrepreneur, je suis aussi un passionné de la performance, du dépassement de soi et de l'excellence. Alors, comment se préparer mentalement pour dépasser ses limites, battre un record du monde à presque 40 ans, manger sereinement pour devenir champion du monde de vélo, gagner 8 médailles olympiques, permettre à une équipe en quête de résultats de tout gagner ou devenir la première femme, championne d'Europe, championne du monde, championne olympique la même année? On vous dit tout dans la clé du succès où je vous propose d'échanger avec des coachs, des entraîneurs, des mentors, des préparateurs mentaux sportifs, des nutritionnistes qui font briller des équipes et qui aident des personnes à faire ressortir le meilleur d'eux-mêmes. Ils vous permettent de dépasser vos limites, casser vos barrières psychologiques, se surpasser pour atteindre des objectifs qu'on pensait inaccessibles. Ces personnalités extraordinaires me dévoilent en quelque sorte leurs recettes qui leur ont permis d'atteindre un réel succès avec les personnes qu'ils entourent. Un nouvel épisode sortira toutes les 2 semaines, le mercredi matin. Et si l'épisode vous plaît, ou que vous avez tout simplement envie de le faire connaître, partagez-le autour de vous, mettez une note, un commentaire sur Apple Podcast ou sur votre application d'écoute préférée. Tout ça vous prendra pas plus de 2 minutes, mais ça m'aidera beaucoup à diffuser les recettes du succès de ces personnalités. Je ne vous en dis pas plus et j'espère que ces échanges vous inspireront et que cela vous permettra peut-être d'obtenir le meilleur de vous-même. Merci à toutes et tous d'être ici pour ce nouvel épisode de la clé du succès. Aujourd'hui, j'accueille sur le podcast John Dovey, manager de l'équipe de France masculine de boxe anglaise. Avant d'être un talentueux entraîneur et manager de cette équipe de France avec qui il a remporté plusieurs médailles olympiques, John est passé par la case athlète et il n'a pas fait semblant. 166 combats, 7 fois champion de France, médailleux européen et mondial. Alors oui, quand on veut en connaître un peu plus sur la boxe anglaise et l'entraînement de haut niveau, on peut faire appel à lui les yeux fermés. John a été d'une extrême gentillesse et il nous partage des points cruciaux pour l'entraînement d'un athlète, mais également en quoi le sport, avec la rigueur que cela demande, peut apporter de réelles compétences bien au-delà des compétences physiques, en particulier pour l'entrepreneuriat. D'ailleurs, il nous livrera des précieux conseils assez concrets qu'il tire de son expérience sportive qui peuvent s'appliquer à tout autre domaine pour mener à bien un projet, quel qu'il soit. On verra en effet comment bien s'entourer, comment mettre de la rigueur dans son quotidien et comment mettre en place un plan efficace afin de réussir dans tout ce que l'on entreprend. Enfin, bien sûr, pour ceux qui cherchent à obtenir des conseils purement sportifs, vous ne serez pas déçus. Comment gagner du cardio ou encore mettre un adversaire KO, il répondra à toutes les questions. Allez, j'en ai trop dit, je laisse place maintenant à notre discussion avec John Dovey. Bonjour John, bienvenue sur le podcast. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Nous sommes à l'INSEP, donc dans l'antre de la boxe anglaise en France. Si ça te convient, je vais te présenter rapidement pour mettre les auditeurs dans l'ambiance. John Dovey, je peux commencer par dire que tu es un spécialiste de la boxe anglaise. D'abord athlète au sein de l'équipe de France, tu es 7 fois champion de France, 1 fois médaillé européen et tu montes 2 fois sur le podium au championnat du monde. Et après une carrière remplie de succès, avec 166 combats et beaucoup de titres, tu décides de passer de l'autre côté du ring pour devenir entraîneur afin de partager ton savoir aux jeunes générations. Il semble que de ce côté-là, tu sois aussi talentueux car tu rejoins très rapidement l'INSEP, Institut National du Sport, de l'Expertise et de la Performance. J'en ai déjà parlé dans les précédents épisodes, mais c'est de là que sortent les plus grands sportifs français. Tout va très vite, tu participes en tant qu'entraîneur à ta première Olympiade à Pékin, en revenant avec 3 médailles olympiques, et alors qu'en 2016, après avoir été nommé entraîneur responsable de l'équipe olympique de boxe anglaise quelques années plus tôt, l'équipe que tu mènes à Rio réussit l'exploit, 6 médailles olympiques. Tu es alors depuis 2016 nommé manager de l'équipe de France masculine et directeur sportif de la franchise WSB de Brahim Asloum. Mais avant de rentrer dans le détail de ta carrière d'athlète, mais surtout de ton parcours comme entraîneur, qu'est-ce qui te plaît dans la boxe et quelles sont les valeurs qui te passionnent dans ce sport? Alors ça, c'est une question assez, je dirais, très large, parce que il y a beaucoup de choses qui me plaisent dans cette discipline. Et j'ai l'habitude et la particularité de dire que la boxe est le meilleur sport du monde. Et alors les gens me croient pas vraiment parce que effectivement je suis un spécialiste de la boxe et j'y suis dedans. Mais il y a tellement d'éléments, il y a tellement de valeurs dans cette discipline et c'est ce que les gens disent, hein, avant même que je la pratique et avant même que j'en parle. Et la boxe est reconnue déjà pour apporter des valeurs humaines déjà, parce que c'est un sport de percussion, c'est un sport dans lequel on prend des coups et forcément ça apporte une humilité. C'est un sport qui oblige
les athlètes qui la pratiquent a beaucoup travaillé, une charge de travail assez importante. Donc forcément, ça t'apporte la notion de travail. C'est un sport qui t'apprend aussi le respect du partenaire, de l'adversaire. Et avec le temps, on se rend compte que c'est pas un partenaire, mais c'est un adversaire sans lequel on pourrait pas faire grand chose. Et ça t'apporte aussi ce rapport effectivement à l'autre en face, et te dire aussi que s'il a atteint ce niveau-là et qu'il est là, c'est qu'il a aussi travaillé, donc il est comme moi. Et ça, c'est un sport aussi qui t'apporte cette notion de jeu, d'échec, de victoire, de défaite, parce que un jour tu peux gagner et un jour tu peux perdre. Et ça t'oblige en même temps à te remettre en question. Ça t'oblige à retravailler différemment, ou à travailler pareil, ou à travailler plus. Et donc c'est vraiment, alors quand on parle de la boxe et on dit que la boxe c'est l'école de la vie, c'est vraiment ce que je pense, c'est l'école de la vie. Parce que la remise en question elle est perpétuelle, on est face à des personnes différentes, qu'on ait rencontré une fois ou deux fois, les choses seront différentes, on devra constamment s'adapter. Et donc forcément, je pourrais en parler comme ça pendant des heures et des heures et des jours et des jours. J'ai tellement d'éléments. Donc voilà, c'est ça la boxe. C'est tout en même temps et c'est la vie. Donc voilà, c'est une des raisons pour laquelle c'est le meilleur sport du monde. On reviendra, tu parles de valeurs, on reviendra sur les valeurs du coup de la boxe et quelles sont-elles pour toi. Mais j'ai lu que tu as commencé très tard la boxe, ce qui est rare pour les sportifs de haut niveau qui commencent souvent, on le voit souvent très jeune le sport. Toi, c'était seulement à 21 ans. Est-ce que tu peux me raconter comment et quand tu as commencé la boxe et pourquoi si tard finalement? Je dirais que c'est la boxe qui m'est tombée un peu dessus par hasard. Hein. Alors, okay. Alors j'ai pratiqué. Je suis issu d'Aulnay-sous-Bois. J'ai pratiqué dans le quartier un peu comme tout le monde du foot, du basket. J'ai touché un peu à tout. Et puis je suis rentré de vacances en 92, je crois, et j'avais pris un peu de poids après les vacances et je m'étais dit tiens, je vais m'inscrire dans un club. Je vais pratiquer une discipline de façon très sérieuse. Et puis le seul sport qui était à côté de chez moi, c'était la boxe. Il y avait une salle de boxe. Alors pour la petite histoire, j'ai toujours considéré moi les boxeurs comme des gens un peu fous, et donc je m'y suis inscrit et avec un autre ami, et on voulait en pratiquer juste pour se mettre en forme parce que la boxe est considérée comme un sport assez complet et juste voilà, faire une activité dans un club, y aller régulièrement, avoir sa licence et puis venir s'entraîner. Et puis on est tombé dans ce piège, dans le piège de la boxe, dans ce trou même, je dirais. Et puis finalement quand on y tombe, on ne ressort jamais. Et puis on a rencontré aussi des personnes qu'il fallait. J'ai rencontré mon entraîneur Marcel Denis, j'ai rencontré Nasser Lalaoui aussi, qui sont devenus mes deux entraîneurs. Et puis le premier formateur que j'ai eu, il s'appelait Robert Diad. Et puis il y avait pas grand monde dans la salle. On avait même décidé, mon ami et moi, Jean-Louis Mandang, on avait décidé de s'arrêter au bout de 2-3 semaines parce qu'il y a pas grand monde. Et puis un jour Marcel est arrivé et je crois qu'il a littéralement changé notre vie. Et depuis j'ai plus jamais arrêté de parler, de penser boxe. C'est-à-dire quand Marcel est arrivé, d'un seul coup, ça a changé dans ta tête. C'est-à-dire qu'il a apporté du monde, ce qui te manquait, ou... C'est ça, parce que dans le club, il y avait pas grand monde et lui, il venait entraîner, il venait perfectionner les boxeurs boxe thaï en boxe anglaise une fois par semaine. Et pour la petite histoire, il venait tous les jeudis et nous, on y allait à la salle le lundi, le mercredi et le vendredi. Et on avait décidé d'arrêter la boxe à la fin de la semaine. Et comme vendredi, on était invité à une soirée où je sais plus, on a décidé d'y aller un jeudi. On a mis les pieds dans la salle était blindée, bondée. On voyait un petit blond qui courait dans tous les sens, qui engueulait tout le monde. et on s'est plus jamais quitté depuis ce jour-là. Donc effectivement, et je pense que la vie elle est liée à des rencontres hein, de personnes ou de choses. Et là, effectivement, Marcel a changé beaucoup de choses dans nos vies. Et Jean-Louis, justement, cet ami avec qui t'as commencé, lui, il a continué aussi pareil, dans une carrière comme toi. Aussi, pareil, on était 2-3 potes un peu fous et lui, alors pour la petite histoire, 2 ans après, il faisait les Jeux Olympiques d'Atlanta. Ok. Voilà, c'est ça. Donc et moi après, je faisais Sydney 4 ans après. Mais on a été des boxeurs assez précoces. Enfin, je dirais quand je dis précoce, on a rapidement on a fait des résultats parce que par rapport à l'âge auquel on avait commencé. Alors moi j'avais 20 ans, Jean-Louis avait 22 ans à l'époque, donc pour vous dire à quel âge, à quelle vitesse ça a été plutôt. Donc on a beaucoup travaillé parce qu'on était un peu fous. Nous sommes des hommes de challenge. On est tombé sur un Marcel Denis qui était un peu fou aussi, qui nous a fait faire des trucs de dingue. Et donc on a suivi et puis tout doucement et comme je le disais, le travail et les résultats ont commencé à venir. On voulait pas faire de combat. Et puis finalement Marcel nous a peut-être inconsciemment convaincus de faire un combat parce que vu l'implication qui mettait dans l'entraînement, la volonté qu'il mettait dans l'entraînement, il nous a dit bon, il y a une compétition qui s'appelle les challenges du premier round, pourquoi pas, faudrait peut-être et puis on s'inscrit dans cette compétition là et puis on l'a fait tous les deux, on arrive en finale tous les deux, on devait se rencontrer, on s'est pas rencontrés, Jean-Louis et moi parce qu'on était des amis d'enfance. Ouais.
Et puis Jean-Louis, c'est moi qui m'étais retiré, je crois, et Jean-Louis l'avait gagné. Et puis voilà, et puis l'aventure est commencée, et puis on voulait pas faire de combat, puis un combat, puis 2, puis 3, puis 4, puis 5, puis l'équipe de France, et puis des choses, et puis voilà. Donc Jean-Louis, après, a fait une carrière professionnelle, lui. Il est devenu champion de France. D'accord. Champion de l'Union européenne. On était tous les deux dans la même catégorie en mi-lourd. Et puis voilà, quoi. Les histoires s'écrivent comme ça. Vous avez jamais combattu ensemble en compétition? Non, jamais. Vous avez refusé, du coup, de le faire? On a refusé. Il y a plusieurs compétitions sur lesquelles on pouvait être impliqué en même temps, et à chaque fois, on a refusé. En même temps, c'est vrai, on était des amis d'enfance, nos mères se connaissaient, on était, voilà, pour nous, c'était impensable on s'entraînait ensemble, on a commencé à mettre nos premiers directs ensemble, hein. On s'en mettait plein la gueule, hein, comme on dit d'ailleurs. Mais, en compétition, hors de question. Ok. Du coup, en 50 box seulement, à 26 ans, bon, tu l'as dit, ça a été très précoce. Tu deviens champion de France et l'année d'après, vice-champion du monde à Houston. Est-ce que dès que tu commences la boxe, tu as cet objectif d'aller gagner des titres? Alors tu viens de me dire un peu non, c'est un peu finalement inconsciemment Marcel Denis qui t'a emmené vers cet objectif. Mais est-ce que c'était quand même un objectif à un moment où quand est-ce qu'il t'est venu cet objectif de gagner des titres et d'aller dans le haut niveau? En fait, c'est venu avec le temps. Les deux entraîneurs qui étaient Marcel Denis et Nasser Lalaoui formaient je dirais un duo magique, parce que Marcel c'était la rigueur, oui, et qui m'a beaucoup influencé même dans ma façon d'entraîner aussi. Et Nasser, lui, c'était plus la rigolade, le côté un peu plus sympa, parce que, et pareil, si on avait eu qu'un Marcel, on aurait explosé. Ouais. Si on avait eu qu'un Nasser, on aurait explosé aussi. Donc les deux se complétaient. Et donc lorsqu'on commence, on fait des combats parce qu'on fait des combats, et puis c'est la compétition, on aime la compétition, sans prétendre, sans avoir la prétention de rentrer en équipe de France ou de prétendre aller jusqu'aux Jeux Olympiques ou faire une carrière dans la boxe. On fait de la compète parce qu'on fait de la compète et qu'on s'entraîne, et que l'aboutissement de l'entraînement, c'est forcément un peu de compétition. Et puis, on s'en sort pas trop mal. Et puis, d'un combat sur l'autre. Et quand on rentre dans un milieu, on commence à s'intéresser de plus en plus au milieu. Ouais. Qui est quoi, qui fait quoi, qui est gagnant, comment il boxe, comment elle est. Et donc, forcément, les gens parlent de plus en plus de nous. On est de plus en plus connus. Jean-Louis, très rapidement, intègre l'équipe de France. Pas moi, j'étais pas intéressé. J'étais encore un peu à la fac à l'époque. J'étais super content, super fier pour lui, mais moi je me voyais pas. Et puis forcément, il y a une forme d'influence inconsciente qui fait que par la suite, et puis je continue à m'entraîner, je continue à boxer, je fais les championnats de France, et puis de victoire en victoire, et finalement on se dit ben pourquoi pas. Ok. Les choses se font un peu je dirais de façon naturelle. Ok. Est-ce que tu peux me décrire justement comment se sont passés après les championnats du monde à Houston, justement tes premiers championnats du monde, ton parcours jusqu'en finale, et me parler justement de cette finale aussi, comment tu l'as vécu? Ouais. Alors ça fait longtemps, ça fait 20 ans. Quand j'y pense, ça fait 21 ans maintenant. Alors ça ne rajeunit pas, hein, mais alors alors j'étais en équipe de France, les Jeux étaient dans un an, je pensais même pas aux Jeux. Vous savez, quand on est en équipe, les Jeux sont dans 1 an, 2 ans, on n'y pense pas. On regarde un peu, on est dans le futur immédiat, pas dans 3-4 ans. On y pense uniquement quand on a déjà fait les Jeux et qu'on se projette et qu'on fait un plan. Mais quand on n'a jamais fait les Jeux sont tellement loin, ça semble tellement inaccessible. Et puis donc j'étais en concurrence avec un autre boxeur dans l'équipe, et c'est le lot du haut niveau. Et on fait des compétitions, on fait des stages, et moi, homme de challenge que je suis, je fais tout pour être le meilleur à chaque fois, et comme tout athlète en même temps, hein, on travaille pour. Et puis je suis sélectionné finalement pour aller au championnat du monde. J'y croyais pas, hein, parce que mon opposant, mon adversaire, mon concurrent était bien intégré dans l'équipe, il était bien vu, et moi j'étais un peu le mec qui arrivait. J'avais passé 1 an à l'INSEP en 96, et puis j'étais ressorti parce que désaccord avec les entraîneurs, donc j'étais pas le vilain petit canard, mais j'étais celui qui avait un peu de tempérament, donc et puis finalement c'est moi qui suis désigné pour aller au championnat du monde. Ok. Et en y allant, je me disais alors que t'es déjà sorti de l'INSEP. Ouais, je suis rentré à l'INSEP en 96, et de la saison 96-97, ensuite j'en sors de la saison 97-98, et je reviens en fait sur la fin 98. Pour les championnats du monde. Pas pour les championnats du monde, mais je réintègre l'équipe. Voilà. Okay. En fait, quand on réintègre l'équipe, on se fait pas des plans en disant je vais aller au championnat d'Europe, championnat du monde. Je réintègre l'équipe. On me demande de revenir. Je fais une finale des championnats de France où je me fais voler d'ailleurs en 98. Donc à l'issue de cette finale où j'aurais dû être le meilleur boxeur de la finale, on me demande de revenir quand même. Je réintègre l'équipe. Donc je reviens, et tout doucement je refais ma place. Et lorsque je vais au championnat du monde, je me dis bon, si j'arrive à grappiller quand même, j'avais 13 combats, je crois. J'avais pas beaucoup de combats. Si quand même ça grappiller une petite médaille de bronze, c'est pas mal. Et puis finalement la compétition a lieu, et on a fait tout un tas de stages. On avait été à Cuba, on avait fait des compétitions. J'étais
avant cette finale, j'étais quasiment invaincu depuis 2 ans sur toutes les compétitions sur lesquelles j'avais été impliqué, entre les rencontres et les tournois. Et donc j'ai atteint la finale. Et finale inespérée. Et quand on est en finale à Houston, on est en équipe. On était à Cuba avant, on est parti quasiment 1 mois. Et on est dans notre bulle. Oui. En fait, avec tout le staff, avec l'équipe, et je me rends pas vraiment compte. En fait, on vit la compétition, c'est nouveau. Alors je fais des combats, je vais à la guerre comme d'habitude, mais je me rends pas compte de la finale, championnat du monde, la reconnaissance, combat après combat, tu y arrives. Exactement, et tu te dis, mince, je suis en finale. Exactement. J'arrive un peu comme ça, j'arrive en finale, et je rencontre un Américain qui avait déjà perdu contre mon concurrent français. D'accord. Et donc je le prends pas à la légère parce qu'il est quand même chez lui. Et je fais le combat, et puis je mérite de gagner ce combat, mais sauf que voilà, je rencontre un Américain aux États-Unis. On sait que on connaît les problèmes des décisions qu'il peut y avoir en boxe, et j'ai subi de plein fouet encore une fois une défaite illogique en finale des championnats du monde. C'est-à-dire comment ça s'est passé? C'est-à-dire que le combat a lieu, et alors c'était un système de pointage, où les arbitres appuient sur toi quand ils estiment que t'as mis un coup le plus puissant ou que t'es net, et puis finalement on arrive à 4-4, égalité. Préférentielle. Bien sûr pour l'américain. Donc quand on arrive à 4-4 comme ça après à égalité, les juges désignent pour qui ils voient le vainqueur. Alors déjà, il n'y a pas égalité au niveau du pointage, j'étais censé être devant, et puis bien sûr égalité désigne l'américain vainqueur. Donc ça fait un scandale, il y a presque une petite bagarre parce que mes collègues de l'équipe de France sont pas très contents, ils lèvent un peu des chaises, tout ça, ils montrent un peu leur mécontentement parce que d'autant plus que sur cette compétition-là, plusieurs s'étaient fait aussi voler. Et donc voilà, un peu de tension, mais bon, je rentre de ces championnats du monde avec une médaille d'argent quand même, avec je crois que j'avais 14 combats internationaux, et bon, reconnu pour très peu d'expérience, et puis c'est là que je commence à penser aux Jeux Olympiques. D'accord. Et c'est là que je me dis que c'est vrai que les Jeux dans 1 an, et puis je me rappelle que quand je m'étais fait voler lors de ce combat, j'avais pas voulu monter sur le podium pour aller chercher ma médaille d'argent. Et je me rappelle de mon entraîneur national à l'époque, qui s'appelait Dominique Nato, qui m'avait dit: John, il faut que tu ailles chercher ta médaille parce que sinon ils te laisseront pas aller aux Jeux. Donc c'est la première fois que j'entends parler des Jeux déjà. Ouais. Et je me rappelle, je me suis toujours rappelé cette phrase, et c'est ce qui m'a en fait incité. Alors j'étais d'un tempérament où j'avais insulté tout le monde, j'étais pas content, je voulais absolument pas monter sur le podium parce que quelque part c'est comme si j'approuvais cette décision alors que j'étais pas d'accord. Donc finalement cette phrase là que me dit Dominique Nato à ce moment-là m'incite à aller chercher ma médaille. Je cherchais ma médaille, on me la met autour du cou, je la retire aussitôt, donc je la tiens dans ma main, il y a l'hymne américain bien sûr, et puis après je descends pas très content. Ok. C'est marrant. Ça a pas dû être marrant à cette époque. Mais du coup, alors pour revenir sur ça, sur les décisions arbitrales, est-ce que maintenant il y a eu une amélioration ou pas du tout de ça? Est-ce que ça se passe autrement? Je dirais que alors la boxe est un sport à jugement humain. Donc ça apporte toujours cette difficulté, cette particularité de dire que moi je me voyais gagnant, mais peut-être que les juges voyaient. Alors on le sait pertinemment parce qu'il n'y a pas que moi qui me voyais gagnant, il n'y a pas que le staff français qui me voyait gagnant, mais voilà, il y a cette subjectivité dans la boxe, dans les décisions humaines qui font que des fois il peut y avoir des erreurs. Il y a de la mauvaise foi souvent, mais il peut y avoir aussi des erreurs. Les choses ont changé avec le temps, le système de pointage a changé. C'était avant une machine qui pointait, qui avait gagné. Parmi les 5 juges qui avaient autour du ring, 3 devaient appuyer dans la même seconde pour que le coup soit comptabilisé. Alors, vous imaginez que ça joue à pas grand chose. Complètement. Il suffit qu'ils appuient les 3 dans les pas de réflexion. Exactement. Il suffit qu'ils appuient dans les 3 secondes différentes, et puis finalement, le point qui devait être attribué n'est pas attribué, et puis l'autre boxeur en face qui lui a touché à moitié, ils appuient dans la même seconde comme par hasard. Donc forcément, ça a créé quelques désaccords et distinctions. Alors, ils ont changé la machine différemment pour que il y ait plus ces 3 secondes, et puis la machine a changé encore, elle a changé avec le temps pour évoluer, pour essayer de combler justement ce manque de clarté au niveau du jugement. Et puis maintenant on est arrivé à un jugement, je dirais, plus comme les professionnels, c'est-à-dire que il y a 3 juges, il y a toujours 5 juges autour du ring, sauf que à la fin de chaque round, ils attribuent un round sur l'aspect global. D'accord. C'est pas une question de coup touché, pas touché, coup assez puissant, pas assez puissant. Donc à la fin du round, les juges désigne, tiens, moi j'estime que le boxeur du coin rouge, c'est lui qui a donné plus de coups, qui a, par rapport à moi, les juges, par rapport à la vision à eux de la boxe, ils attribuent des rounds à chaque fois. Donc et à la fin, on fait un décompte et on donne le combat. D'accord. Donc, aujourd'hui, c'est comme ça. Il y a plus de réflexion. La vidéo est mise en jeu. Je veux dire, comme dans beaucoup de sports, il y a beaucoup de sports où on a mis la vidéo en jeu. Est-ce que c'est une question en boxe ou pas du tout? On y pense de plus en plus. Ils y pensent de plus en plus, mais pas encore. Okay. Parce que voilà, nous,
on a un sport quand même, je dirais, un peu archaïque dans plusieurs domaines, et peut-être qu'on va y arriver avec le temps. Et je pense que le sport moderne oblige aujourd'hui, incite à de plus en plus à la vidéo. Mais pour le moment, je pense que le CIO qui est en charge du tournoi de qualification pour les Jeux Olympiques de Tokyo et des Jeux de l'organisation du tournoi olympique à Tokyo est en train de modifier fortement l'organisation et puis surtout la façon dont on pouvait noter les combats. Ok. Avant de rentrer dans le détail et pour faire transition avec la partie suivante, un peu plus sur ton rôle d'entraîneur justement de l'équipe de France de boxe anglaise, je voudrais revenir sur un point dont j'ai l'impression qu'il est assez important de parler dans la boxe anglaise, c'est la différence entre la boxe professionnelle, on en a parlé même avant l'interview, avant de cette discussion enregistrée, entre la boxe professionnelle et la boxe amateur, à l'image de Brahim Asloum, avec qui tu as été en équipe de France justement, qui est passé après son titre de champion olympique en amateur à une carrière en professionnel. Quelle est la différence d'abord et pourquoi tu as fait toi le choix de rester du côté amateur Alors la différence entre ces deux boxes, c'est une question qu'on pose souvent. Alors ça reste de la boxe, hein. Ça reste des coups portés, ça reste de la boxe anglaise avec les règles fondamentales, c'est-à-dire qu'on a le droit de toucher son opposant à partir de la ceinture jusqu'au haut du front. On n'a pas le droit de taper dans le dos, on donne pas des coups de pied. On n'est pas un sport pied-point, on a un sport vraiment la boxe anglaise, la sport classique, la boxe classique comme on l'appelle. Et donc les deux boxes restent identiques. La seule différence, c'est que les boxeurs amateurs, comme on les appelle, alors on les appelle les boxeurs olympiques maintenant, ont un maillot. Ok. À l'époque, on avait même un casque. Et la différence aussi réside sur le temps de combat. Un boxeur amateur va boxer sur 3 rounds de 3 minutes. Ok. Alors qu'un boxeur professionnel, lui, peut boxer sur 4 rounds de 3 minutes, 6 rounds de 3 minutes, 10 rounds de 3 minutes, 12 rounds de 3 minutes pour un titre, pour un championnat du monde ou un championnat d'Europe. Ne feront les 12 rounds de 3 minutes que lorsqu'on boxera pour un titre. Mais entre-temps, les boxeurs qui font des combats pour des combats comme ça qui sont pas des titres, boxeront sur 4, 6, 8 ou 10 rounds. Qu'est-ce qui va faire la différence? C'est selon la compétition? Selon la compétition. Ok. Et selon le niveau aussi du boxeur. Un jeune boxeur professionnel qui vient d'arriver, il va boxer peut-être sur 4 rounds ou sur 6 rounds. Parce qu'il sort des rangs amateurs. Et qui définit c'est un espèce de classement qui est fait selon le niveau, parce que le boxeur, selon le nombre de combats qu'il a, il atteint un niveau, et quand il boxe régulièrement et qu'il atteint un niveau pour faire un championnat d'Europe ou un championnat du monde, donc c'est un boxeur aguerri, donc il peut faire plus de rounds. D'accord. Donc il rencontrera des boxeurs qui sont plus ou moins du même niveau que lui. Il pourra pas rencontrer un boxeur qui vient de passer professionnel, qui lui est encore cantonné dans les 4 ou 6 rounds. Ouais, donc il y a une espèce de hiérarchie quand même, hein, pour niveler le niveau quand même de chaque boxeur, qu'il n'y ait pas trop de différence de niveau et qu'on puisse mettre en danger un jeune boxeur qui vient d'arriver dans les rangs professionnels et qui rencontrerait un boxeur déjà aguerri qui est lui habitué à boxer sur 8 ou 10 rounds. Okay. La boxe amateur, la différence avec la boxe amateur, c'est effectivement on boxe sur 3 rounds de 3 minutes, mais la différence c'est que la boxe amateur de niveau international, ce sont des tournois, des compétitions qui sont sous forme de tournois. C'est-à-dire que sur un tournoi, sur 5 jours de tournoi, on peut boxer 5 fois. On boxe tous les jours. C'est-à-dire que quand on arrive sur un tournoi, par exemple en Finlande, et qu'il y a plusieurs pays qui sont là, avec un certain nombre de boxeurs par catégorie, il y a un tirage au sort qui a lieu, et ensuite, on va dire qu'en quart de finale, je rencontre un Russe, en demi-finale, je rencontre un Américain, et ensuite en finale, selon les tours. Et on pourrait pas, sur une semaine de compétition, sur 3-4 jours de compétition, faire des rounds de 6, 8, 10 rounds. C'est pas possible. Faire des compétitions de 6, 8, 10 rounds. Il faut que le boxeur puisse récupérer. Et parce que ce que j'ai oublié de dire aussi, c'est qu'un boxeur professionnel ne boxe pas toutes les semaines. Il boxe pas tous les mois, il boxe peut-être tous les 3-4 mois. Mais il a un combat, il faut qu'il prépare ce combat. Exactement. Par rapport à un adversaire qui est défini, qui est désigné, qui connaît, il se prépare par rapport à lui. Il regarde des vidéos, il accroche sa photo sur dans sa salle de bain. Rocky, exactement. On se concentre par rapport à ses particularités, à sa particularité, à ses spécificités de ce boxeur-là. Alors qu'en amateur, on arrive dans un tournoi, on arrive le premier jour, toutes les délégations sont là, plusieurs nations sont présentes. Dans un panier, je dis souvent ça, dans un panier, on jette tous les boxeurs qui sont là de la même catégorie. Ensuite, il y a un tirage au sort. D'accord. Donc, on boxe des boxeurs différents tous les jours. On a cette force, cette capacité en boxe olympique, cette adaptabilité de chaque adversaire tous les jours. Donc, on peut aujourd'hui rencontrer un gaucher, petit gaucher, le lendemain rencontrer un grand droitier qui va se sauver, et après rencontrer un petit droitier qui va nous rentrer dedans. Donc, c'est une des particularités et de la richesse aussi de la boxe amateur olympique, parce que on rencontre des adversaires différents à chaque fois. Ok, d'accord. C'est la différence, et donc et c'est ce qui fait qu'on est sur 3 minutes. On pourrait décemment
pas faire boxer des boxeurs sur 3, 4, 5, 6, voire 10 rounds tous les jours, c'est pas possible. Ce sera impossible. Parce qu'il y a les coupures d'arcade, il y a des blessures, voilà, c'est impensable et impossible. Ouais, et puis on imagine bien les compétitions olympiques où on passe 10 heures devant la télé. Un petit peu. On devait faire un championnat du monde de 12 rounds à chaque fois. Complètement. Et pourquoi toi tu as fait le choix de rester dans la carrière amateur, du coup, pas de passer professionnel? Parce que tout simplement après les Jeux olympiques de Sydney où je finis quart de finaliste, où j'ai la possibilité, alors j'avais 27 ans je pense à l'époque, où j'avais la possibilité, où j'étais en âge mûr et la maturité pour passer dans les rangs professionnels. J'ai pas reçu de proposition intéressante. J'ai pas reçu de proposition. J'étais vice-champion du monde, quart de finaliste aux Jeux Olympiques, donc j'avais un CV amateur olympique qui était intéressant et j'ai aucun promoteur qui est venu me voir et qui m'a dit John, je suis capable on a envie de faire tel plan de carrière avec toi, on te présente ça. Dans 2 ans on fera tant, on te paye tant, donc et contrairement à ça, j'avais mon entraîneur national de l'époque qui s'appelait Dominique Nato, qui était devenu DTN et qui me disait écoute John, reprends tes études et passe le professorat de sport pour devenir entraîneur national. Donc effectivement, j'avais demandé un mois de réflexion quand même parce qu'il fallait que j'y réfléchisse pour voir un petit peu les tenants et les aboutissants. Et puis finalement, j'ai fait le choix de rester dans les rangs amateurs, de repartir pour une Olympiade, c'est-à-dire Athènes 2004, et en même temps de préparer mon après-carrière. Et c'est un choix que je regrette pas parce que j'ai eu mon professorat finalement en 2007 et je suis devenu entraîneur et je suis devenu l'entraîneur et le responsable et tout ce que je vis aujourd'hui au sein de l'équipe de France, c'est parce que j'ai fait le choix. J'aurais pu le faire aussi en pensant peut-être professionnel, mais j'ai un attachement particulier avec l'équipe de France et j'ai fait toute ma carrière dans la boxe olympique et notamment l'équipe de France et je regrette absolument rien. Un peu de bourdonnement dans le bas du ventre des fois quand je vois mes potes boxer dans les rangs professionnels. Enfin, ils ont tous arrêté maintenant pour la plupart, mais effectivement, je me suis posé la question pendant longtemps si j'aurais dû passer pro, si j'aurais pu faire au moins un combat ou 2 histoire de boucler la boucle. Mais aujourd'hui, à bientôt 50 ans, je vous assure que sans regret, sans remords, je me dis que j'ai fait le bon choix. Ouais. Oui. Et puis, comme on l'a dit dans l'introduction, comme j'ai pu dire, t'as quand même eu une très bonne carrière du coup en entraîneur aussi là, et c'est pas fini, donc c'est pas un regret. Du coup, ça fait bien transition avec la partie d'après, donc la partie sur ton métier, ton rôle d'entraîneur, directeur sportif. Donc, tu es entraîneur de l'équipe nationale dans l'équipe de France de boxe anglaise. Je passe sur ton début de carrière, car c'est 6 ans après ton entrée à l'INSEP que tu deviens entraîneur responsable de l'équipe olympique pour préparer les JO de Rio. C'est une grande réussite, comme je l'ai déjà dit, tu reviens avec 6 médailles. C'est assez impressionnant. J'aimerais revenir sur cette préparation des Jeux de Rio. Quelles sont toutes les étapes que tu prévois et que tu mets en place dès 2013 quand tu arrives à ce poste-là pour arriver à un tel résultat en 2016? Alors, ce qui est important de dire aussi, c'est que après, quand je deviens responsable de l'équipe en 2013, on sortait de Londres 2012, où on revient de Londres avec 0 médaille, donc oui. pour l'équipe. C'était dur à avaler avec des mauvaises décisions encore, notamment avec Alexis Vastine. Et donc, quand je deviens responsable, j'ai à charge de préparer Rio et faire les meilleurs résultats, pas les meilleurs résultats possibles, mais faire des bons résultats. C'est-à-dire que quelque part laver l'affront, de revenir de Londres sans résultat. Alors j'avais été impliqué très rapidement à Pékin déjà, où on était rentré avec 3 médailles. J'étais pas de la campagne de Londres, des Jeux Olympiques de Londres, mais et quelque part quand je deviens responsable de l'équipe, j'ai une équipe déjà, je récupère une équipe qui est complètement démolie. Il y a plus de boxeurs, la plupart des boxeurs soit arrêtés ou soit sont passés professionnels, donc il a fallu reconstruire une équipe. Et il fallait repartir par ça. Déjà, j'avais déjà ma conception de l'entraînement, j'avais ma conception de l'équipe de France, j'avais ma vision à moi de ce qu'on faisait avant, qui me déplaisait parce que c'est ce qui m'avait construit quelque part, mais où je me disais que le sport moderne, le sport est en train d'évoluer, il faut prendre ce wagon-là, il faut évoluer avec, apporter des choses nouvelles et puis surtout avoir une vision différente. On avait peut-être l'habitude avant, en équipe de France, de répéter sur chaque Olympiade un peu l'entraînement identique, les mêmes compétitions. J'avais, moi, ma conception d'entraînement, j'avais mes visions des pays avec lesquels je voulais travailler et donc j'ai tenté de mettre ça en place. Il a fallu déjà dans un premier temps apporter de la rigueur à l'équipe. Alors, la rigueur, c'est un mot qui revient souvent dans ma bouche parce que c'est un élément qui est essentiel pour moi. On était à une réunion encore avec le staff et on parlait beaucoup de ça encore. Et puis parce que mon sport est un sport de rigueur, est un sport sur lequel on rigole pas. Et souvent, c'est une phrase qu'on dit souvent. On dit qu'on joue pas à la boxe. On peut jouer au foot, au ping-pong,
au rugby, mais on joue pas à la boxe. C'est un sport où lorsqu'on n'est pas sérieux et qu'on sait pas imposer la rigueur qu'il faut, on le paye cash, et parce qu'on prend des coups, et ça peut être très violent et très dur parfois. Donc voilà, cette rigueur imposée, elle permet de préserver nos athlètes, et c'est ça qui est important. L'entraîneur que je suis et qui suis homme de coin, c'est dur pour un entraîneur d'être dans le coin et de voir ses athlètes prendre des coups. Donc et c'est ça. En boxe, lorsqu'on perd, en général, c'est pas parce qu'on a pris un but ou qu'on a pris un essai, c'est parce qu'on a pris des coups. On a pris plus de coups que la personne qui est en face. Donc c'est très frustrant bien sûr pour le boxeur qui est en première ligne, et c'est aussi frustrant pour l'entraîneur qui l'a formé, qui l'a préparé, qui l'a entraîné et qui vit ce moment avec lui. Et surtout qui vit ce moment pleinement avec lui, parce que c'est à la minute de repos, on se regarde dans les yeux, c'est l'entraîneur qui vit aussi la souffrance, la détresse du boxeur souvent lorsqu'il est en train de prendre des coups. Donc c'est une vraie rigueur qu'on impose aux athlètes et qu'on s'impose à soi-même aussi. Il faut une rigueur à tout point de vue, au niveau de l'entraînement, au niveau de la préparation. Et préparer des boxeurs de haut niveau, c'est pas que leur apprendre à donner des coups de poing, à faire de l'opposition, à mettre les gants, c'est un tout. Je me suis rendu compte rapidement que la jeune équipe qu'on avait récupérée en 2013, il fallait les former, il fallait les préparer à devenir des hommes. Ouais. Et c'est ce qui nous rendrait les choses plus faciles, pardon. Pourquoi? Parce que une équipe, il y avait 10 catégories à l'époque, c'est 10 catégories, c'est donc 10 boxeurs, voire plus, parce que dans certaines catégories, ils sont 2, voire 3 en concurrence. Donc c'est toute une équipe à gérer, avec des personnalités différentes, avec des besoins différents. Et il va falloir emmener tous ces hommes-là, aussi différents qu'ils puissent être, dans une équipe commune et pouvoir avoir un objectif presque commun. Okay. Et donc c'est l'état d'esprit qu'il faut déjà commencer à inculquer à nos athlètes avant même de commencer à leur apprendre à donner des coups de poing. Ok. Et quand tu parles de rigueur, pour être concret, par exemple, c'est quoi? C'est être là à l'entraînement quand il faut, être là le matin. C'est pas être là, parce que bien sûr qu'ils vont être là, ils ont intérêt à être là. Mais c'est comment ils sont là. Comment ils sont là? Est-ce qu'ils sont là à l'heure? Est-ce qu'ils sont là avec la tenue qu'il faut? Est-ce qu'ils sont là avec l'équipement qu'il faut? Est-ce que ils respectent l'organisation qui a été mise en place? Parce qu'il y a des entraîneurs qui se déplacent et qui sont là et qui se prennent la tête et qui travaillent pendant des heures et des nuits pour mettre une organisation, une programmation, un entraînement en place. C'est pas comme ça. Et l'entraîneur, il est pas là qu'à tenir le chrono et à siffler. Il y a toute une organisation qui est mise en place pour que nos boxeurs puissent arriver performants dans chaque compétition sur lesquelles on les implique. Donc et ça se fait pas du jour au lendemain. C'est le travail de l'ombre et qu'on voit pas souvent, mais qui permet à nos athlètes d'être performants. Ok. Donc c'est un peu ce qui a fait le changement finalement, tu dis, dans cette préparation de Rio, c'est vraiment la rigueur en fait, et le tout, ce que tu as pu apporter, faire une vraie équipe finalement, effectivement, soudée quoi. C'est vrai, et c'est ça, ouais, parce que mais je pense que chaque entraîneur qui prendra en responsabilité une équipe, la boxe c'est l'entraînement qu'on fait dans différents pays est plus ou moins, je dirais, plus ou moins la même. On tape au sac, on met les gants, c'est ce qu'on y met à l'intérieur. C'est le cœur qu'on met dans cet entraînement, c'est ce qu'on apporte, c'est ce que l'entraîneur qui est en charge de l'équipe apporte, c'est ce qu'il insuffle. Parce que forcément, c'est lui qui est en pointe, il y a des adjoints qui sont là, il y a des personnes avec lesquelles on travaille. J'ai travaillé longtemps avec Luis Mariano Gonzalez, qui est l'entraîneur cubain de l'équipe, mais l'entraîneur responsable, c'était moi, c'est moi qui insufflais. Et puis, il faut une dynamique, ils ont besoin de quelqu'un sur qui ils peuvent se référer, à qui ils vont poser des questions, et il fallait avoir une vision de l'équipe et de l'organisation et de l'objectif qu'on avait à atteindre. Et le plan, il est défini en avance sur 3 ans. Je donne un exemple, hein, je sais pas exactement comment ça se passe, mais c'est-à-dire, j'ai mes mois d'entraînement, on sait exactement comment se passer tous ces mois-là jusqu'à Rio. Ou tu prévois au fur et à mesure et t'itères au fur et à mesure et puis tu... C'est jamais du fur et à mesure. Au début, quand j'ai pris la responsabilité de l'équipe, j'ai écrit un projet que j'ai soumis au DTN. Ma vision de la boxe, qu'il fallait trouver une tête de gondole, qu'il fallait trouver quelqu'un qui pourrait nous servir d'exemple, parce que les jeunes boxeurs ont besoin de ça, qu'il fallait préparer, mettre de la concurrence dans toutes les catégories, voire 2-3 boxeurs par catégorie pour pouvoir tirer l'équipe vers le haut, imposer de la rigueur, faire en sorte de... si jamais il y a des erreurs ou que les boxeurs commettent des fautes, il fallait les sanctionner à telle mesure, comme ça, financièrement ou pas, ou sur des compétitions. Donc j'avais créé un projet par rapport à l'équipe, moi ma vision que j'avais de l'équipe que je prenais. Donc quelque part ça a été mon plan de carrière aussi en même temps, hein, mon plan de préparation en même temps. Donc et que j'ai dû réadapter à chaque fois parce que j'étais peut-être pas un jeune entraîneur parce que ça faisait 6 ans que j'étais entraîneur national, mais dans la responsabilité j'étais jeune. Et je me suis rendu compte rapidement que entre être entraîneur national, adjoint peut-être, et entraîneur responsable, c'est pas du tout la même chose. Parce qu'il t'écrit en même temps, tu programmes, tu fais la programmation, tu fais les choses que tu faisais pas avant, et donc t'as une vraie responsabilité sur les épaules. Et il faut être capable de l'assumer. Et puis surtout, t'es observé, t'as attendu, et
alors j'ai la particularité de dire que je ressens pas de pression, moi. Et ça fait partie du truc parce que je travaille tellement dur et fort que j'ai pas la place pour la pression. Je vois pas qui pourrait venir me dire t'as pas assez fait ça. Je suis d'accord pour les remarques et qu'on me fasse des remarques sur des choses qu'on pourrait faire mieux, mais c'est peut-être une force et peut-être un petit défaut aussi en même temps. Mais j'ai tellement mis de cœur dans mon travail que t'as tout mis en place pour arriver au résultat. J'acceptais les remarques, bien sûr, il en faut toujours pour avancer, mais j'avais pas de pression, quoi. Oui. Donc on a travaillé, on a mis l'équipe en place, quand on parle de rigueur, c'est que avant les boxeurs, quand on commençait la séance, par exemple, pour donner l'exemple, les mecs étaient un peu partout dans la salle, j'ai imposé une ligne, une rigueur, une ligne, tout le monde se présente. Et personne ne met les bandages pendant que je parle. Tout le monde me regarde et comme ça me permet d'expliquer la séance, de transmettre des informations, de parler des rendez-vous, de ceux qui ont pas rentré ceux qui ont rentré les rendez-vous, ceux qui sont arrivés en retard, et puis surtout d'expliquer un peu le fonctionnement. Et c'était important. Et tout doucement, les boxeurs n'étaient pas d'accord. J'ai eu des problèmes malheureusement avec les plus anciens. Avec ceux qui étaient là, qui me connaissaient, j'ai eu plus de problèmes avec les anciens qui n'étaient pas habitués. C'est souvent ça. À cette rigueur-là. Exactement. Et puis tout doucement, on s'y est fait. Les entraîneurs aussi les adjoints étaient pas forcément habitués non plus. Mais tout doucement, aujourd'hui, plus aucune séance ne se fait sans un alignement de l'équipe et avant la présentation de la séance. Donc c'est des choses comme ça. J'ai été très rigoureux, très pointu au niveau des horaires. Et pourtant, quand j'étais athlète, j'étais un athlète en retard aussi. Ouais. Mais ça passait par ça passait par là. Et puis les athlètes savaient aussi que sur le ring, j'avais un vrai degré d'exigence. Donc quand ils entendaient ma voix et qu'ils savaient que j'étais là, ils savaient déjà que on était là pour la gagne. Et c'est des choses qu'on insuffle, qu'on impulse au fur et à mesure du temps de l'entraînement. On passe quasiment 250 jours par an ensemble. Donc forcément, c'est au quotidien l'éducation qu'on apporte aux athlètes, elle se fait de façon, je dirais, naturelle aussi. Et quand je parle de rigueur vis-à-vis des athlètes et vis-à-vis de moi-même, c'est ça aussi. C'est-à-dire que il est hors de question que moi j'arrive en retard, que je rate un entraînement. Il y avait un entraînement, la programmation elle se faisait du lundi au dimanche. Il y avait un entraînement tous les jours. Et lundi on recommençait, on repartait parce que on était en quête. Il fallait travailler, il fallait que l'équipe progresse et puis surtout on a travaillé sans compter, quoi. Ouais. Complètement. Du coup, j'aimerais rentrer encore un peu plus dans le détail de ton rôle et qu'on se rende bien compte, les auditeurs et moi-même, de ce qu'est un entraînement de boxe anglaise de haut niveau. Est-ce que tu peux me décrire une semaine type, par exemple? Alors, je sais pas si en ce moment c'est le bon moment pour présenter une semaine type, parce que peut-être que ça change avec les mesures de Corona, mais s'il y avait pas de mesures en tout cas, et si on serait dans une période normale, qu'est-ce que ce serait une semaine type d'entraînement pour un boxeur à l'INSEP? Alors pour la petite histoire, c'est que nous on s'entraîne de façon normale. Il y a une équipe qui part bientôt en stage en Croatie. Donc les professionnels et les boxeurs et les athlètes de haut niveau ont la possibilité de s'entraîner. Donc raison pour laquelle l'INSEP est ouvert, parce que le haut niveau a la possibilité de s'entraîner. Heureusement. Parce qu'on a très mal vécu la période de confinement pendant quasiment 2 mois où les athlètes sont pas entraînés. Donc là, on a la possibilité de s'entraîner. Les athlètes s'entraînent 2 fois par jour. Donc matin et après-midi. Et souvent, ça c'est la période, je dirais, dite normale. Le physique, le matin, pendant 2 heures, musculation, course, travail de coordination, travail au sac. Et l'après-midi, c'est plus orienté sur l'aspect technique, c'est-à-dire l'opposition, le spécifique, on appelle ça comme ça. Et donc l'opposition qui se traduit soit par du travail à thème, le boxeur A donne le direct du gauche, le boxeur B esquive et revient. Donc une forme de répétition dans le mouvement pour intégrer, pour automatiser un certain nombre de mouvements. Ou alors de l'opposition pure, simple, c'est-à-dire ce qu'on appelle du sparring, l'opposition libre. Donc voilà. Le matin se compose donc souvent le physique et l'après-midi c'est le spécifique. Et les boxeurs s'entraînent du lundi sur le pôle ici, INSEP s'entraîne du lundi au vendredi. Et parfois le samedi et dimanche lorsqu'on est en préparation. Par exemple ce week-end, les boxeurs sont sur le pôle et s'entraînent du lundi. Le stage a commencé depuis lundi jusqu'à dimanche. Et dimanche, il y aura sûrement l'après-midi une période de repos pour partir en stage lundi. D'accord. Donc voilà. Le circuit normal d'un boxeur, c'est 2 entraînements par jour, 2 entraînements bi-quotidiens, et toute la semaine, avec le mercredi après-midi, repos. Mais sinon, ils s'entraînent tout le temps. Et les journées, du coup, se ressemblent à peu près. Avec cette différence du matin et de l'après-midi, mais sinon, du lundi au vendredi, les journées sont similaires. Elles sont organisées de façon identique, certes, mais à l'intérieur, bien sûr, les séances sont différentes. Oui. Lundi, si on fait de la muscu, mardi, ça sera de la course. Mercredi, ça sera peut-être une musculation un peu différente ou un travail de coordination. Jeudi, ça sera peut-être encore un peu de course. Vendredi, ça sera musculation, mais que le bas du corps.
et puis samedi peut-être que le haut du corps. Donc voilà, on adapte à chaque fois. Et puis aussi, on implique aussi du travail personnel, individuel, avec du travail de leçon, du travail de musculation de façon individualisée, selon les boxeurs. Hein. On a 8 catégories maintenant. À l'époque, on en avait 10. On a 8 catégories maintenant, avec des boxeurs qui sont dans des catégories différentes, avec des styles différents. Ouais. Et souvent, dans chaque catégorie, il y a 2 voire 3 boxeurs avec des styles complètement différents. Donc, faut force. L'idée, c'est d'apporter de façon individuelle des choses complètement différentes à chaque boxeur. Il faut qu'on puisse combler les manques et puis surtout améliorer les forces qu'ils peuvent avoir. Ok, c'est hyper clair. J'ai lu sur ton site, donc t'as un site qui s'appelle, si les auditeurs veulent voir, c'est john-dovy.com, que pour toi l'entrepreneuriat c'est du sport. Je suis complètement d'accord avec toi pour avoir à côté créé une entreprise, mais je voulais en savoir un peu plus parce que t'entendais là, et pourquoi tu fais ce rapprochement. Parce que je me suis rendu compte, j'ai été approché, j'ai fait quelques conférences quand même avec des gens, j'ai été sollicité, et à chaque fois je me suis rendu compte que, et pour être aussi un peu dedans, que l'entrepreneuriat effectivement aujourd'hui c'est du sport, parce que il faut beaucoup travailler, il faut être très précis dans ce qu'on fait, il faut être capable de s'engager, il faut être capable, très important, de s'entourer. Et quand je parle de sport, l'entrepreneuriat c'est du sport de haut niveau, il faut être capable de s'entourer avec une équipe compétitive, avec un chef d'orchestre qui va pouvoir justement donner une directive pour que tout le monde puisse travailler dans son secteur d'activité. Et il faut courir un peu dans tous les sens pour retrouver les financements. Le haut niveau aussi, c'est ça, parce on fait des stages, on fait des compétitions, on équipe nos athlètes, il faut être capable alors ça, c'est le rôle du DTN, certes, mais il faut des financements. Tout a un rapport avec l'argent aujourd'hui. Et donc, lorsqu'on a un projet qui est dans l'entrepreneuriat, forcément, il faut courir derrière les banques pour avoir des financements. Il faut cibler sa cible, il faut cibler son objectif de façon très précise, savoir ce qu'on va faire, il faut savoir le présenter. Je vous ai parlé d'un projet que j'ai fait tout à l'heure, avant de prendre l'équipe, au moment où je prenais l'équipe, il faut être capable de présenter ce projet, il faut faire un business plan, c'est ça, en quelque sorte, pour pouvoir défendre son projet et dire que le projet est viable et qu'il est faisable. Et puis après, il faut le mettre en œuvre et surtout, il faut être capable de s'adapter aussi à chaque fois. Et donc beaucoup de similitudes entre le sport de haut niveau et le monde de l'entreprise, et c'est ça. Et puis lorsqu'on atteint l'objectif, faut être capable encore une fois de se remettre en question, parce que on s'arrête pas à l'atteinte de l'objectif, faut continuer, il faut faire vivre l'objectif, faut faire vivre la société qu'on ouvre, et il faut se remettre en question, il faut l'adapter encore une fois. Donc mine de rien, je dirais que l'entrepreneuriat c'est aussi c'est pas du sport de haut niveau, mais c'est presque de la boxe de haut niveau. Tout à l'heure, je parlais d'une remise en question perpétuelle. C'est ça aussi, hein. Et je pense que dans la vie tout court, et notamment dans l'entrepreneuriat, il faut aussi capable de se remettre en question, peut-être s'adapter. Peut-être qu'au début, on avait prévu d'évoluer dans un domaine sportif, et puis finalement, on va évoluer dans le bien-être. C'est proche, mais c'est pas très loin, mais c'est pas la même chose du tout. Et lorsqu'on conçoit un business plan sur une salle de sport, et qu'on se retrouve dans le bien-être, c'est pas du tout la même chose. On défend pas les mêmes choses, on n'a pas le même public, même s'il peut être identique, c'est pas du tout la même chose. Donc voilà, c'est pour ça que je faisais ce parallèle. Ok, oui, c'est complètement vrai. Et puis, comme on peut le voir, il y a beaucoup de sportifs de haut niveau. On peut le voir, c'est après leur carrière qui vont justement monter des entreprises, être entrepreneurs. Et souvent, ça marche bien parce qu'il y a eu cette rigueur justement. C'est ça. Parce qu'ils sont habitués aux échecs. Ouais. Ils sont habitués à se remettre en question. Ils sont habitués à retravailler différemment. Et surtout, ils sont habitués à ne pas lâcher l'affaire. On passerait l'expression, mais c'est ça. C'est que le sport du haut niveau développe l'abnégation, la charge de travail, le fait d'être toujours, je dirais, au taquet, comme on dit souvent, et quelque part, on s'y retrouve. Et lorsqu'on arrive dans le monde dans la société à l'extérieur, et qu'on sort du carcan, INSEP, et qu'on se retrouve dans le monde professionnel, il faut faire preuve de beaucoup de volonté et de ténacité même pour atteindre ces objectifs. Et lorsqu'on est habitué à mettre en place ces éléments-là dans le sport de haut niveau, il y a plus qu'à appuyer sur le bouton. C'est hyper intéressant. On pourrait en parler des heures de ça, mais on va continuer à avancer. Avant d'entamer des questions rapides dont j'ai l'habitude de poser à tous les invités sur le podcast, j'ai une dernière chose qui me vient en tête, et justement pour faire le rapprochement avec l'entrepreneuriat. Pour moi, quand tu es entrepreneur, tu peux y laisser des plumes, donc dormir moins, sacrifier sa vie de famille. J'imagine que c'est un peu la même chose pour un sportif de haut niveau. Comme tu as dit, on peut s'entraîner des fois du lundi au dimanche. La boxe. Voilà, en particulier un boxeur de haut niveau. On laisse des plumes aussi. Oui, ben voilà, et aussi surtout pour un sport assez physique comme la boxe, on prend pas mal de coups. Quels seraient tes conseils justement pour durer dans le temps dans ce sport, ou même dans le sport en général, ou même dans l'entrepreneuriat, je vais dire justement. Alors, d'une manière générale, pour tout. Et moi, je pense que avec peu d'expérience,
je pense qu'il faut savoir bien s'entourer. Il faut se dire qu'on n'arrive à rien tout seul et que à un moment on est obligé de travailler en équipe, on est obligé de faire confiance. C'est difficile, hein, on est dans une société où les gens font de moins en moins confiance aux politiques, aux gens qui sont autour de nous. Et alors je parle pas de politique, mais je veux dire qu'il faut apprendre à faire confiance. Et faire confiance à quelqu'un, c'est aussi admettre de se tromper parfois. C'est aussi admettre que la personne puisse commencer à faire aussi des erreurs. Et c'est ce qui fait qu'on va grandir ensemble. Il faut être capable de faire confiance, il faut être capable de constituer une équipe autour de soi. Il faut et faire confiance à l'équipe. Et surtout, faut pas forcément prendre des numéros 10 à chaque poste, mais il faut prendre des gens qui soient capables de travailler ensemble. C'est ça qui est très important pour moi, et je me rends compte aujourd'hui aussi bien dans le sport de haut niveau que même dans l'entrepreneuriat, comme on en parle. Il faut être capable de constituer une équipe solide, performante, à qui on fait confiance. Et même si la personne a tendance à être un peu, je dirais un peu bancale, la confiance qu'on donne à cette personne lui permet quelque part de se réguler. Parce que souvent, quand on prend de la genèse, des gens se comportent d'une façon un peu étrange parce qu'on leur fait pas confiance ou on leur a pas fait confiance. Alors, faire confiance à des personnes à une certaine mesure, bien sûr, permet de faire adhérer les gens à un projet, permet de constituer une équipe opérationnelle autour d'un projet, et puis ça permet aussi d'atteindre ses buts et ses objectifs. Et ça permet aussi effectivement de se remettre en question. Je pense que le conseil que je donnerais, c'est être assez intelligent, assez fin de constituer une équipe intéressante, avec un objectif commun, et à l'intérieur, être capable de développer les compétences de chacun, de faire, d'améliorer les objectifs de chacun, de mettre les gens en avant, que chacun puisse y trouver sa place. Okay. Et à partir, je pense, alors on pourrait en parler pareil encore des heures et des heures, et je pense que c'est le socle d'une organisation réussie, c'est être capable de le bon savoir travailler ensemble. Ok, ouais, hyper intéressant. Et du coup, pour bien t'entourer, comment tu fais? Alors, j'imagine que toi, ça s'est fait de fait aussi parce que tu as dans ta carrière rencontré des personnes avec qui tu as boxé, avec qui tu as été proche, quoi. Mais comment tu fais pour t'entourer concrètement, savoir en avance, comme tu dis, essayer de pas se tromper, essayer de se tromper le moins possible, quoi. En fait, moi, je dis même dans l'entrepreneuriat, quand on est quand on a un projet et qu'on essaie de le développer, on rencontre beaucoup de gens, en fait. Mm-hmm. Et il faut être assez ouvert pour rencontrer, pour discuter, écouter et voir un peu qui au gré des rencontres. Et souvent, l'imprévu te fait rencontrer des gens qui mettent des gens sur ton chemin et qui semblent intéressants. Il faut être capable de déceler quand même aussi les compétences de chacun dans différents domaines. Et pas forcément la meilleure personne, mais voilà, faire en sorte que des personnes puissent travailler ensemble. Et puis on rencontre du monde, on rencontre beaucoup de gens. Dans mon métier, je rencontre beaucoup de gens. Et puis j'ai un carnet d'adresses entre guillemets parce qu'il y a des gens que j'ai vus dans différents domaines qui semblent être bons et compétents dans différents milieux. Et puis ce qui est très important, c'est moi savoir où je veux aller, savoir ce que je veux faire. Et parce que les gens sont comme ça, les gens veulent travailler ensemble, mais ils ont besoin d'une personne qui soit capable de leur montrer le chemin. En fait, c'est ça. Il faut il faut avoir des responsabilités et il faut les supporter. Et puis surtout, faut avoir un projet, y croire et surtout faire comprendre aux gens, convaincre les gens que le projet il est intéressant. Si on est capable, si on a cette force de persuasion, cette capacité de persuasion et de faire adhérer des gens à un projet, ensuite ça ira tout seul. Et accepter que les gens soient capables de se tromper, de faire des erreurs et que ce sont des erreurs. À partir des erreurs, on est capable de grandir et d'évoluer ensemble. Ok, hyper intéressant. Et aussi le petit tips que je remarque, c'est que tu notes sur un carnet d'adresses toutes les personnes, pourquoi elles peuvent être intéressantes et peut-être qu'un jour elles... Ou je note pas, mais j'essaie de me souvenir de tiens, j'ai vu telle personne qui était là, qui pourrait, et puis on lance des perches aussi, on dit tiens, ça t'intéresserait, on peut-être un jour travailler ensemble, j'ai un projet, pourquoi pas, jusqu'où tu pourrais aller, qu'est-ce que tu pourrais faire, et puis faut être capable de sonder aussi, oui. Et puis je le disais au début, faut faire confiance. Alors se tromper, pas se tromper, et l'idée c'est pas forcément chercher un numéro 10 à chaque fois, pas forcément de chercher la meilleure personne dans chaque domaine. Il faut trouver la personne qui soit capable de travailler avec d'autres personnes, avec cette ouverture d'esprit. Même si elle est pas très bonne tout de suite, elle deviendra très bien à ce poste-là, avec cette personne-là, dans cette organisation-là, et puis c'est ce qu'on veut en même temps. Complètement. Et c'est ce qui rendra le projet intéressant et faisable. Ok, on a toutes les bonnes pistes pour réussir un bon projet maintenant. Donc on entame cette dernière partie des petites questions, alors rapides ou plus ou moins rapides. Je vais tricher un peu pour la première question pratique parce que je vais poser 2 questions en une. C'est comment gagner en cardio et pour toi la meilleure technique pour un KO.
Waouh. Alors comment gagner en cardio? Ça c'est plus simple, je dirais, parce qu'il faut, voilà, pareil, il faut travailler, il faut courir régulièrement. Quand je dis courir, alors faut faire du cardio régulièrement, faut adapter. Alors on sait que par exemple en début de saison, on va faire plus du long, de l'aérobie, ce qu'on appelle de l'aérobie, c'est-à-dire que on met peu d'intensité. Hein, alors quand on parle de gagner, on va dire qu'au mois de septembre on revient de vacances et que on s'est laissé un peu aller et que on veut gagner un peu en cardio. Alors gagner en cardio, savoir ce que c'est peut-être une activité cardio sur du long avec différentes intensités à l'intérieur de cette activité. Donc on commence au mois de septembre avec une phase de travail sur du long à une basse intensité. Ça permet en même temps de perdre le poids qu'on a pu prendre pendant les vacances. Mmh. Ça va de pair. Et ensuite, au bout de 1 mois et demi, 2 mois, on commence à incorporer un peu d'intensité. On monte progressivement et pour un moment arriver sur des pics assez importants avec beaucoup de temps de repos pour pouvoir bien récupérer. Ok. Alors l'important c'est ça, hein, pour pouvoir bien repartir. Et là le sport de haut niveau, c'est comme ça. Il faut être capable d'avoir du temps de repos. Le repos fait partie du travail. Donc si je récapitule, travailler sur du long dans un premier temps. Et ensuite tout doucement, progressivement, on commence à y apporter un peu d'intensité. Et lorsqu'on arrive au pic de l'intensité, je dirais 2-3 mois après, il faut être capable de taper très haut, avoir le temps de récupérer pour taper très haut. Et au fur et à mesure du temps, on pourra taper très haut pendant longtemps. Quand tu parles de ça, c'est sur une même séance? Non. Taper très haut, non. Taper très haut sur une séance, prendre pas mal de repos entre les deux séances. Oui, sur une séance. Ça dépend de ce qu'on va porter. Ça dépend du cardio qu'on va faire. Ça peut être la course, ça peut être du rameur, ça peut être du vélo, ça peut être différentes activités cardio. D'accord. Ok, hyper intéressant. Et du coup, la deuxième question en une, j'ai triché un petit peu, mais pour toi, la meilleure technique pour un KO? Il n'y a pas de meilleure technique pour mettre KO. Alors, il y en a pas, hein, parce qu'en fait, quand on parle de KO, vous savez, dans la boxe, on parle souvent du puncher. Et tel boxeur est un puncher. Et quand je dis souvent aux gens que Mike Tyson n'est pas un puncher, on me dit non, c'est pas vrai. Si, et c'est vrai. Pour moi, hein, ma définition du puncher, Mike Tyson n'est pas un puncher. Tyson est un gros frappeur, un boxeur puissant, mais c'est pas un puncher. La définition du puncher, souvent on dit que c'est la grâce de Dieu. On l'a ou on l'a pas. Un boxeur, il est puncher ou il est pas. Donc j'ai tenté moi de donner une explication logique au punch. C'est à un moment un boxeur par rapport à sa morphologie, par rapport à son style de boxe, par rapport à un coup développé et un alignement de mouvements biomécaniques, il arrive à un moment sur un mouvement d'épaule, un mouvement de coude, un poignet bien vissé, un mouvement de la hanche, il arrive à trouver le maximum de sa capacité à un moment donné. Et il se dit qu'à chaque fois que je produis ce mouvement-là comme ça, qui est lié à sa personnalité, à sa personnalité, à sa morphologie et à sa stature, va arriver qu'à un moment, au bout de son gant, il va arriver à presque à 100% de la puissance. Oui. Il est là le puncher. Mais sauf que ce coup-là, il le développe naturellement par rapport à sa conception, lui, de son mouvement, de ce qu'il a développé avec le temps. On travaillera pas le punch. Un boxeur, il peut pas travailler le punch. Il va travailler pour être plus puissant, mais le punch, il a pas. Et puis surtout, le punch, c'est quoi? Le punch, c'est un coup donné de façon très anodin et boum, KO. Les vrais punchers, en fait, si vous regardez les combats de boxe, vous verrez que au moment où ils mettent KO leur adversaire, c'était pas prévu, ils s'y attendaient même pas. Ouais. Alors qu'un boxeur qui est puissant, qui cherche la puissance, on le voit dans son attitude, on le voit dans l'expression de son visage, qui cherche à faire mal. Il peut faire mal, il peut mettre KO, mais pas systématiquement. Alors qu'un puncher, il va boxer, il va mettre un coup, 2, 3, 4, et le quatrième, boum, le mec il tombe, fracture de la mâchoire, KO, à l'hôpital, tout ça. Et c'est ça en fait la définition du punch. C'est que c'est un mouvement qu'on maîtrise pas, qu'on connaît pas, et c'est vraiment la grâce de Dieu. On l'a ou on l'a pas. Hyper intéressant. Ça nous met dans le contexte. On a envie de regarder un match là. Ta routine, deuxième question, ta routine avant, après une compétition, un événement important. En tant qu'athlète ou en tant qu'entraîneur, ta routine que tu as. Je sais plus. Alors que je me rappelle plus des routines. Ça fait longtemps que j'ai arrêté ma carrière. Alors j'avais des routines et forcément. Chaque athlète de haut niveau a une routine, a des habitudes, hein, et on sait que nous les athlètes, on est beaucoup centrés là-dessus. Je sais plus, avant chaque compétition, avant le départ en compétition, j'arrivais peut-être un peu en retard. Oui. Non, pas tout le temps. J'ai raté 2 avions quand même, hein, pour la petite histoire. Oui. Faut le faire pour donc, rater un avion. Ouais, c'est clair, c'est clair. Et donc, les routines, c'était des habitudes, c'est des survêtements, c'est des habits, c'est une façon de préparer son sac. C'est un départ. J'avais une serviette, je me rappelle, une petite serviette fétiche que j'emmenais toujours lorsque je boxais, que je mettais sur l'épaule de l'entraîneur. C'est l'habitude que l'entraîneur à l'époque, c'était Aldo Cosentino qui me faisait mes bandages. Voilà, c'est cette espèce de petite routine là qu'on avait. Et après chaque compétition,
c'était le retour à la maison avec on faisait la fête avec les potes pour fêter les victoires et même les défaites. Alors c'est ce que je me disais que victoire comme défaite, on faisait pas forcément la fête, mais voilà, j'allais retrouver mes amis où on passait des bons moments. Donc quelque part, ça me permettait de diaboliser aussi la compétition et de me dire que quoi qu'il se passe, la vie doit continuer et que je reviendrai. Après cette période de repos, il fallait reprendre l'entraînement pour essayer de faire mieux. Ok. Et enfin, ma dernière question habituelle. Alors, peut-être que t'as déjà donné une piste tout à l'heure sur la question de conseil, mais quel conseil tu donnerais à une personne qui souhaite se dépasser, repousser ses limites et qui rêve justement de l'impossible? Wow. Et je pense que c'est quelque chose que je dis souvent, c'est une personne qui a envie de dépasser ses limites. Déjà, il faut qu'elle en ait la volonté. Il y a une phrase que je pose souvent à mes athlètes, c'est est-ce que tu as envie de faire les Jeux Olympiques? Et tout le monde dit oui. Je dis que si je veux prendre la première personne à l'extérieur de l'INSEP, une personne lambda, je lui demande si elle veut faire les Jeux Olympiques, elle va forcément dire oui. Et après, c'est quels sont les moyens que cette personne met en place pour les atteindre? Une personne qui a envie de se dépasser et d'atteindre des objectifs, c'est quels sont les moyens qu'elle met en place? Parce que c'est bien beau de vouloir. On veut tous plein de choses. Mais après, c'est les sacrifices qu'on est capable de faire pour essayer de les atteindre. Et après, ça, c'est la volonté personnelle. Ensuite, il faut être capable d'aller très loin, et même plus loin qu'on pourrait le penser, si on veut atteindre ses objectifs. Et ensuite, l'intelligence doit primer. Qu'est-ce que je fais? Comment je fais? Et encore une fois, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, qui je mets autour de moi? Qui m'accompagne? Qui est capable de m'accompagner pour atteindre mon objectif? Parce que, encore une fois, je le redis, on peut rien faire tout seul. On ne pourra pas dépasser ses limites tout seul. On a toujours besoin de quelqu'un pour nous pousser, pour nous motiver, pour nous dévaloriser peut-être, pour nous obliger à nous remettre en question et surtout pour nous remettre en question aussi. Donc forcément, quelles sont les personnes que je vais être capable de mettre autour de moi pour m'accompagner pour atteindre mon objectif? Et ça, c'est un élément, je pense que c'est très important. Cette tension de se dire que tout seul, j'aurais du mal à y arriver et qu'on est toujours plus fort à 2, à 3 que tout seul. Et surtout, après, la question qui vient derrière, c'est qui je peux mettre avec moi, qui va pouvoir m'entourer pour pouvoir réussir. Ouais, c'est peut-être la leçon de cet épisode, vraiment, c'est savoir s'entourer et pouvoir s'entourer. On aurait pu parler encore des heures parce que t'as l'air complètement hyper passionné par tout ce que tu fais et tout ce que t'as fait. Merci beaucoup à toi, John, pour cette discussion hyper intéressante. J'espère que toute la préparation pour les JO de Tokyo, donc qui se passeront en 2021, portera ses fruits. Mais je me fais aucune inquiétude. Ça ne sera que de l'or, j'espère. C'est pas évident. On y travaille. Enfin, pour de l'or, bien sûr, on aura de l'or, mais pour l'organisation, avec la situation sanitaire dans laquelle on est actuellement, effectivement, c'est pas évident entre les périodes de confinement qu'on a dû subir et puis vous savez, l'INSEP est ouvert, mais il faut que les partenaires d'entraînement puissent venir et c'est pas évident. Donc voilà. Mais et je le disais au début, c'est la particularité du sport du haut niveau. On est capable de s'adapter à toute situation. Et puis surtout, on est dans un cadre l'INSEP qui nous permet de nous adapter à toutes ces situations-là. On a tout un tas de services qui sont mis à disposition et puis surtout, on a la volonté, quoi. Et des athlètes, et je parlerai de boxeurs parce que c'est le secteur que je maîtrise, des boxeurs qu'on a la volonté et qui ont envie de réussir et qui sont prêts à travailler. Encore une fois, il n'y a plus aucune limite. Merci beaucoup, John. À très bientôt. Cet épisode est déjà terminé. Merci à tous ceux qui écoutent jusqu'à la fin. J'espère que vous retiendrez beaucoup d'apprentissage de celui-ci, comme ça peut m'apporter à chaque fois que j'en enregistre un. N'hésitez surtout pas à me faire vos commentaires ou vos retours via les réseaux sociaux. Ça permettra au podcast d'être toujours au top. Sur Instagram, c'est @broncharmikhailov si vous voulez me suivre et suivre les infos du podcast. Et encore une fois, si vous pouvez me mettre un petit commentaire et une note 5/5 sur Apple Podcast, sur votre iPhone ou sur votre Mac, ça m'aidera beaucoup à le diffuser au plus grand nombre. Si vous n'avez pas Apple Podcast, aucun souci, vous pouvez énormément m'aider aussi en partageant le podcast auprès de 3-4 amis à vous. Ça vous prendra pas plus de 5 minutes, mais ça m'aidera beaucoup à partager ces discussions. Je ne vous en dis pas plus et on se retrouve très bientôt. Salut!